Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette quatrième partie du décryptage final du numéro spécial The World in 2019 du magazine The Economist. Une vidéo toujours très attendue, et bien évidemment par celles et ceux qui aiment le décryptage des images symboliques et aussi des allégories, puis aussi plonger vers différents aspects de la géopolitique, de la spiritualité aussi. Donc c'est toujours un rendez-vous très intéressant sur ma chaîne qui la fait vivre, je veux dire, de bonne manière, puisque vos commentaires, les échanges sont très fructifiants, très intéressants, très ludiques et positifs à mon égard, et je vous en remercie, bien entendu. Alors, comme je vous ai dit précédemment, lors de ce décryptage final, il me restait cette image à décrypter. J'en ai décrypté 3 ou 4. Il y en aura peut-être un quatrième ici qui peut amener à être encore décrypté. Quelles sont ces 7 dernières images du décryptage final? Bien évidemment, ce sont ces 7 dernières. Plus la voiture qui est juste en dessous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 la voiture en dessous. Bien évidemment, j'ai parlé globalement en première partie de la vision alchimique de Vinci, puisque ce numéro spécial se base sur les travaux de Vinci. Et puis, en deuxième partie, j'ai parlé du Brexit, bien sûr, avec certaines possibilités ici, avec les caveats de l'Apocalypse. Et puis ici, la personnalité de Donald Trump par rapport aux travaux de proportion. Donc nous en sommes à la quatrième partie. Et toujours une vision globale de ce numéro spécial. Puisque sur cette quatrième partie, je me suis attaqué au panda. Au panda en colère, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui m'a interloqué, bien évidemment, dans cette séquence. C'est qu'on a un rectangle vertical, bien sûr, c'est classique pour un magazine. Mais on a ce panda qui est au centre de cette œuvre alchimique, la 33e édition, qui est majeure et globale. Qui parle d'une géopolitique majeure de l'avenir, selon leur vision par rapport aux travaux de Vinci, bien sûr, certains avenir de l'humanité et de cette planète. Donc on a un panda au centre de cette œuvre. On a l'impression qu'il est sur le toit du monde, dans une logique septentrionale. Ici, nous avons une géopolitique avec le Groenland, panda qui correspond à la Chine, c'est les travaux de Vinci. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport aux travaux de Vinci, c'est qu'il est végétarien, il a bien défendu la cause animale, bien sûr, on va y revenir, et donc il nous a montré aussi des animaux en voie de disparition. Même la cigogne aussi, et puis le bulldog, l'éléphant, bien sûr, et le bulldog aussi, c'est... Je crois que c'est un mélange de races, il me semble. Donc c'est très important pour Vinci. Donc les rédacteurs des économistes se sont bien penchés là-dessus, ont bien plongé dans ces travaux. C'était pas évident de faire ce numéro spécial, vraiment. Incroyablement. Pas si évident à comprendre, bien sûr. Donc, bien sûr, il y a aussi le Vitruve et une autre symbolique géométrique, puisqu'il y a plusieurs symboliques géométriques à comprendre dans le domaine spirituel ici, bien sûr, comme j'ai parlé à la deuxième partie du décryptage classique. Et puis ici, nous avons les travaux de Vinci sur le Vitruve, avec la quadrature du cercle, dont je n'ai pas encore parlé. C'est quand même intéressant de voir ce que ça nous dit avant d'attaquer le panda. Puisqu'il est assis, et c'est ça qui m'interloque, parce qu'il est au centre de cette œuvre, et il est sur le cercle, mais en haut du cercle, comme s'il était sur le toit du monde. Et donc c'est ça qui m'a interpellé aussi par rapport au cercle et au carré. Et donc à la quadrature du cercle et certains aspects de celle-ci. Bien sûr, comme d'habitude, toujours les onglets. Avec la quadrature du cercle sur l'édifice.net, la loge on ne connaît pas et l'obédience on ne connaît pas. C'est dommage qu'ils ne veulent pas nous informer. Ils sont dans leur secret, et nous on essaye de s'informer sur internet. Ah,
Là, pour le coup, on est informé, mais on ne sait pas c'est qui. Alors, j'en lirai la quintessence, comme d'habitude, concernant la quadrature du cercle, très 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 importante. Dans la quadrature du cercle, le carré représente le monde créé, la lumière, la matière, pardon, le savoir. Le cercle symbolise l'infini, les puissances célestes, la connaissance. Le problème majeur de la quadrature du cercle est donc de réussir à amener la matière au niveau du cercle, à la spiritualiser, ce point de vue correspondant à la démarche alchimique qui cherche à élever la matière, dont la part animale de l'homme, vers le divin. Réaliser la quadrature du cercle est donc une opération symbolique difficile que de nombreuses civilisations ont abordée. En Chine, dans les textes anciens du Tao, il est raconté « Le ciel est rond, la terre est un carré ». Intéressant. À Pékin, la cité interdite qui est le siège et le symbole du pouvoir est structuré à l'équerre. Alors que le palais du ciel, qui symbolise la spiritualité et le divin, est constitué de 3 monuments circulaires. J'en avais parlé. À la Mecque, les pèlerins effectuent une déambulation circulaire autour du cube de la Kaaba. Par cet acte de foi, l'islam réalise spirituellement la quadrature du cercle. En Inde, dans les dessins des mandalas de méditation, on peut voir le cercle et le carré associés. Ils y représentent l'harmonie idéale d'un couple d'opposés, le ciel et la terre, le divin et l'humain. Toutes les philosophies et les religions considèrent que l'homme peut s'élever vers la spiritualité par 3 étapes successives. Pour les bouddhistes, on passe du monde des passions physiques au monde des apparences, esprit, puis au monde de la non-apparence, âme. Pour les chrétiens, du rectangle de la vie physique au carré de la vie spirituelle, puis au cercle de la vie divine, l'âme, l'adhyatma en sanskrit. Bien évidemment, la quadrature du cercle est un symbole de l'œuvre alchimique, en ce sens qu'elle décompose l'unité originelle pour la réduire aux 4 éléments qu'elle recombine. Ensuite, en une unité supérieure, l'unité est représentée par un cercle et les 4 éléments par un carré. Cette transformation se vérifie lors de l'initiation, le véant profane disparaît et il se recompose en un homme nouveau, en une unité provenant de la synthèse des 4 éléments, que sont l'air, la terre, l'eau et le feu. Voilà pour la définition globale et vraiment pointue de la quadrature du cercle. Bien sûr, on va revenir sur l'homme de Vitruve de Vinci, bien sûr, c'est tellement important dans cette œuvre alchimique pour décrypter, essayer de comprendre tous ensemble, pour le collectif, bien sûr, c'est toujours intéressant. Alors, l'homme de Vitruve de Vinci, pour en finir avec cet onglet, certains se demandent si l'homme de Vitruve n'est pas une voie pour résoudre la quadrature du cercle. Le cercle et le carré ont une valence symbolique qui va au-delà de l'aspect mathématique. Inscrire l'homme dans un carré, c'est mettre en évidence son origine terrienne, son aspect matériel et physique. L'inscrire dans un cercle, c'est rappeler sa nature cosmologique et spirituelle qui le situe au centre de l'univers. Léonard de Vinci a peut-être voulu nous rappeler ces 2 aspects de l'homme. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Alors toujours je reviens ici. Alors bien sûr, au niveau de la quadrature du cercle, bien évidemment, ça aussi ça fait partie du décryptage final. Ça fait partie d'un décryptage. Quadrature du cercle, la symbolique, c'est bien évident, c'est tenter de résoudre un problème insoluble. Tout simplement. Donc on essaye par des moyens spirituels d'essayer de s'élever comme on l'a vu dans les religions. Donc, comme je disais, Vinci a appuyé la cause animale, car à travers ses dessins alchimiques, comme je disais, montrer des animaux en voie de disparition. Et bien sûr, j'ai trouvé un onglet fort intéressant que vous pouvez garder, un pense-bête comme pour ma vidéo précédente, au niveau de ces citations, de ces prophéties. Il y a une vraie volonté, une véritable détermination de Léonard de Vinci concernant la cause animale. Et c'est très important. Au-delà, je reviens sur... au-delà du décryptage classique géopolitique, il y a quand même l'œuvre de Vinci, et puis surtout sa vision aussi sur la cause animale. Le pangolin et la cigale. C'est très important, pour moi il me semble, au niveau du décryptage, de vous en parler, et d'avoir une consistance globale et complète. Ne pas rater d'œuvre, bien sûr.
Alors, Léonard de Vinci sur le site Tribunal Animal, artiste et savant italien. Alors, ce sont des manuscrits de la bibliothèque de l'Institut de France, notamment cette phrase. À chacune de ces citations, nous avons une petite parenthèse qui nous indique d'où vient cette phrase. D'où vient cette citation. Qui n'attache pas de prix à la vie ne la mérite pas. L'homme a une grande puissance de parole, en majeure partie vaine et fausse. Les animaux en ont peu. Mais ce peu est utile et vrai. Et mieux vaut une chose petite et certaine qu'un grand mensonge. Alors, comme d'habitude, je vais en lire la quintessence, bien sûr. C'est toujours intéressant, important. Alors, la faculté de sentir la douleur, je reviens à ce que je disais, si la nature a donné aux organismes animés doués de mouvement la faculté de sentir la douleur afin de préserver les membres susceptibles d'être amoindris ou détruits dans l'accomplissement de ces mouvements, les organismes qui ne se peuvent mouvoir ne risquent donc pas de se heurter à des objets dès lors les plantes n'ont pas à être sensibles à la douleur, de sorte que si tu les brises, elles ne ressentent pas de souffrance en leurs membres comme les animaux. Alors, on va essayer de descendre, tiens, je vais voir le petit onglet. Alors, tiens, ça m'intéresse ça sur les abeilles. Des abeilles et beaucoup d'autres, leurs provisions, leur nourriture seront ravis. Ce sont des prophéties, hein. Et des insensés les jetteront cruellement à l'eau et les noieront. Oh, je suis divine. Pourquoi ne t'éveilles-tu pas pour voir tes créatures ainsi maltraitées? Tous les animaux languissent, emplissent l'air de lamentation, les forêts s'écroulent, on éventre les montagnes pour dérober les métaux qu'elles produisent. Mais puis-je rien décrire de pire que les actes des louangeurs exhalant vers le ciel des hymnes pour célébrer ceux qui, avec le plus grand zèle, ont atteint à leur pays et à la race humaine. Codex Atlantico. C'est quand même très vrai, c'est quand même assez inquiétant. Hein. Il était même prophète. Hein. C'est quand même assez incroyable. Alors sur le lin, rapidement, le lin est dédié à la mort et à la corruption humaine, à la mort par des lacs dont les mailles capturent les oiseaux, les bêtes et les poissons, la corruption par les draps de lin dans lesquels ils sont ensevelis, les morts qu'on enterre, car dans ces linceuls, ils sont soumis. L'œuvre de corruption de plus, le lin ne se détache pas de sa tige avant qu'il n'ait commencé à mollir, à pourrir, où il devrait former des guirlandes et des ornements de procession funèbre. Alors, bien évidemment, pour terminer cette séquence, les hommes et les animaux ne sont des choses qu'on mange après les avoir tués. Hein. Ils parlent aussi de ce que font les hommes. L'homme et les animaux ne sont qu'un passage et un canal d'aliments, une sépulture pour d'autres animaux, une auberge de mort qui entretiennent leur vie grâce à la mort d'autrui, une gaine de corruption. Hélas, on est dans la réalité. Alors là aussi, toujours dans une logique de nourriture. Hein. Des sauges qu'on mange après les avoir tués, à celles qui les nourrissent, ils infligeront une mort barbare dans les tortures. Des bœufs qu'on mange, les maîtres des domaines mangeront leurs laboureurs. Des œufs qui, une fois mangés, ne peuvent produire de poulet. Oh, qu'ils sont nombreux ceux qui jamais ne naîtront. Des poissons qu'on mange avec leur laitance, d'innombrables générations périront par la mort de ce qui est fécond. Des manches de couteaux en cornes de bêtes, des cornes d'animaux, on verra des fers acérés qui ôteront la vie à beaucoup de leurs espèces. Des moutons, vaches, chèvres et autres semblables à d'innombrables parmi eux, on volera leurs petits qui auront la gorge tranchée et seront dépecés de la façon la plus barbare. Des animaux dont on tire le fromage, le lait sera retiré aux petits enfants. C'est cruel, mais c'est la réalité. Malheureusement, de cette époque, et c'est vraiment... c'est implacable, ce qu'il dit au niveau de ses prophéties, c'est quand même incroyable. 500 ans plus tôt, c'est quand même assez incroyable. Alors là, nous revenons sur l'image, sur les images symboliques de The Economist. Oui, là on a un panda en colère. C'est intéressant. Alors, bien sûr, pour avoir un décryptage complet, il faut toujours partir à la racine.
au niveau de la géopolitique chinoise et du panda. Ensuite, essayer de comprendre le comportement animal. Bien sûr. Alors, sur medium.com, le paisible panda, ambassadeur animal de l'amitié. C'est quand même quelque chose de positif à la base. Donc, Vinci nous montre un panda en colère. Donc, c'est quand même antinomique, c'est quand même incroyable. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais lire l'intégralité de l'article, c'est passionnant, vraiment. Alors, le panda géant, depuis longtemps, symbole de paix et d'amitié dans la société chinoise. Il est réputé pour sa force, sa résilience et sa nature douce. Sa fourrure noire et blanc est souvent associée au yin et au yang. Le principe d'équilibre complémentaire qui est au centre de la philosophie chinoise. Le panda géant occupe une place de choix dans la culture de la Chine et tient de longue date un rôle exceptionnel dans le règne animal. Celui de symbole de la bienveillance, il est à l'honneur sur cette nouvelle pièce de 8 $ en argent, fin de la monnaie royale canadienne. Donc c'est la monnaie royale canadienne, hein, bien sûr. L'art de la diplomatie du panda, ça c'est vraiment intéressant. Sous la dynastie Tang, au 8e, 7e siècle, l'impératrice chinoise Wu Zetian a fait cadeau de 2 pandas à l'empereur japonais, dont la naissance a une pratique qui se fera reconnaître sous le nom de diplomatie du panda. Intéressant. La tradition a transcendé les époques. En 1972, après la visite historique du président Nixon sur son territoire, la Chine, qui commençait à ouvrir ses frontières et à tisser des relations diplomatiques avec l'Occident, a offert 2 pandas aux États-Unis. Plus récemment, la Chine s'est mise à envoyer ses animaux dans divers pays pour des séjours de 10 ans. Dans le cadre d'efforts de conservation et de reproduction, 2 d'entre eux, Damao et Hershun, sont au sol canadien depuis 2013. La protection des pandas, tiens, c'est intéressant. L'espèce comptant moins de 2000 représentants à l'état sauvage, elle est devenue un grand emblème des efforts de conservation. À preuve, ce gentil géant orne le logo du Fonds mondial pour la nature WWF depuis la fondation de celui-ci en 1961. Le panda géant est aussi le premier animal que la Chine a protégé après avoir invité le WWF à œuvrer chez elle. Les 2 pandas prêtés au Canada ont été élevés dans le cadre du très fructueux programme chinois de conservation et de reproduction qui a contribué à faire passer le panda d'espèce en voie de disparition à espèce vulnérable. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, d'ailleurs, un heureux événement est survenu 2 ans après l'arrivée de Damao et Hershun. Hershun a donné naissance à Rian Pan Pan et Ria Wei Wei, les 2 premiers pandas à avoir vu le jour au Canada. Une célébration de tout argent. Pour terminer, la nouvelle pièce du paisible panda est ornée d'une magnifique représentation de cet animal vu de 3 quarts, assis en train de se nourrir dans un champ d'herbes et de fleurs sauvages, rehaussé d'une coloration sélective. L'image est accompagnée de caractères chinois signifiant amitié, en reconnaissance du geste amical que représente l'offre d'un panda géant. La pièce est représentée dans un superbe emballage présentoir dont les rabats se déplient pour permettre d'exposer facilement ce sublime témoignage d'amitié que nous voyons ici. Donc, globalement, c'est quand même intéressant. Alors, tout de suite, le prochain onglet. Alors, je me suis aventuré sur Wikipédia classique, comportement animal. Et puis, la science du comportement animal, c'est bien évidemment l'éthologie. Bien sûr, c'est très important de le comprendre, mais je reviens encore sur ça. Donc, la science du comportement des animaux. Effectivement, l'éthologie sur la cigogne, ça va peut-être m'aider pour plus tard. Ça va peut-être m'aider, mais l'éthologie, le comportement de ce panda, ça va m'intéresser. J'ai besoin de comprendre pourquoi ce panda qui n'a pas qui a la valeur symbolique contraire est en colère. Donc, ça pousse aussi à ceux qui veulent décrypter à aller un peu plus loin au niveau de ce comportement dont le terme scientifique, je vais essayer de le comprendre. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'éthologie? En comportement agressif, comportement en colère du panda, d'un animal. Avant de trouver ce mot-clé du décryptage, bien évidemment, il faut essayer de comprendre ce qu'est l'éthologie et toujours
j'essaie vraiment de vous fournir au niveau des PDF ou des onglets quelque chose de vraiment intéressant. 61 pages, 61 pages, bien évidemment, je ne vais pas lire les 61 pages. Je vais lire juste l'historique de l'éthologie, et puis surtout, c'est un document intéressant pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus. Bien sûr, ensuite, le mot-clé du décryptage. Et c'est aussi de comprendre, il y a d'autres onglets pour essayer de comprendre la géopolitique avec la Chine aussi, bien sûr. Alors, l'éthologie. Grâce à différents angles d'études, biologie, évolution, écologie, physiologie, génétique, psychologie, l'étude du comportement permet de mieux comprendre l'organisation du système nerveux, bien sûr, le développement de l'enfant, la communication humaine, l'organisation d'une communauté, les mécanismes de la sélection naturelle. Alors là, nous avons l'histoire de l'éthologie, avec quelques séquences intéressantes. À la préhistoire, l'animal fait déjà l'objet d'observations détaillées. 11 000 ans, début de la domestication au Moyen-Orient, Asie du Sud, chez les Grecs et les Romains, premiers animaux de compagnie, et des jeux du cirque. 17e siècle, Descartes oppose l'homme pensant à l'animal qui ne pense pas. Au 18e, on observe un grand essor des sciences et de la nature. On estime que le comportement animal n'est pas dirigé que par l'instinct. Durant le 19e, débat philosophique entre instinct et intelligence. Au 19e, la théorie de l'évolution de Darwin, le comportement permet la survie des plus aptes. Le comportement humain trouve ses bases dans le comportement animal. On observe des comportements similaires chez des espèces proches. On continue l'historique. Passionnant, intéressant, bien sûr. De eduge.ch, c'est un site que j'ai trouvé en 4e page sur l'éthologie, vraiment pas évident. Mais là, on a la quintessence. .ch, il me semble suisse. Au début du XXe, neurophysiologiste et psychologue, behavioriste, behavior c'est le comportement en anglais, observe l'apprentissage, c'est les animaux en laboratoire, observatoire, contrôlé, reproduit. Behavioriste, entre parenthèses, c'est comme collapsologue. To collapse, c'est-à-dire effondré en anglais. Voilà, c'est à peu près le même anglicisme. Le même anglicisme de ce genre. Donc là, on a les noms, bien sûr. Watson, Skinner, Thorndike, Pavlov. Privilégient les comportements acquis par rapport aux comportements déterminés génétiquement. Ils sont vivement critiqués par les biologistes de terrain. Watson, avec un bon programme de renforcement, on peut obtenir n'importe quel comportement. Association d'un bruit effrayant avec l'apparition d'un rat blanc devant un enfant de 9 mois. Il démontre que les termes ne sont pas intelligents, car si on déplace leurs œufs à côté du nid, ils couvent leur nid vide. Thorndike, la loi de l'effet. L'animal ne pense pas, mais il peut apprendre le comportement et renforcer par ses effets. S'ils sont positifs, un chat apprend, par essai-erreur, à ouvrir le verrou d'une cage. Alors là, on a le conditionnement pavlovien. Puis là, on a la cage de Skinner, bien sûr. Alors, pour terminer l'histoire de l'éthologie, vers 1930, les travaux de plusieurs biologistes redonnent la priorité à l'observation de terrain. Début de l'éthologie moderne. Éthologie descriptive est comparée à application à la théorie de l'évolution, à la psychologie ou observation des animaux dans leur milieu. Ces éthologues prétendent qu'il y a une part d'inné dans le comportement. De nombreux comportements se manifestent de manière instinctive suite à une stimulation. Comment l'animal exécute-t-il un mouvement sans jamais l'avoir observé ? Dans les années 70, les primatologues, Fawcett et Goodall, montrent que les animaux sont capables d'émotion, de frustration, d'attachement, d'abstraction. Le concept d'intelligence n'est plus réservé à l'homme. D'ailleurs, ça à la même époque, les années 70, la planète des singes, ça fait penser à ça. Historique de l'éthologie, depuis quelques années, la sociobiologie analyse les sociétés animales, leurs organisations hiérarchiques, leurs modes de communication. On voit plein de documentaires sur France 5, sur Arte, sur National Geographic, sur les fourmis, etc., les abeilles, comment ils vivent, intéressant. En mode de communication, leurs adaptations évolutives. Étudier les groupes plutôt que les individus, approche évolutive des comportements sociaux et de leurs valeurs sélectives, notion de succès évolutif et de stratégie pour la transmission des gènes. Alors pour terminer cette séquence, on est quand même déjà à la page 13. Qu'est-ce que le comportement pour terminer ? Parce que c'est ça qui m'intéresse par rapport au panda en colère. Le comportement fait partie du phénotype. Un comportement est la manière de répondre d'un animal face à un stimulus provenant de l'environnement. Un stimulus est une modification extérieure comme une couleur, une odeur, une concentration chimique, une onde. Le stimulus produisant un comportement est appelé stimulus déclencheur ou stimulus clé. Le système nerveux traite l'information concernant ces stimulus et déclenche
les réponses motrices adoptées, plus le système nerveux est complexe, plus les comportements observés seront complexes. Voilà. Donc, c'est vraiment très 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 intéressant. C'est 61 pages, bien sûr, il y a plein d'autres choses intéressantes. Alors, au niveau du comportement agressif d'un animal, c'est un comportement, bien évidemment, hein, j'ai cliqué comportement agressif hein, sur Wikipédia et puis je me suis tout de suite retrouvé sur comportement agonistique. Voilà. C'est un mot-clé intéressant pour ce décryptage. Donc on observe un panda qui a un comportement agonistique. Posé sur le septentrion de cette planète, comme s'il était sur le toit du monde, sur la plus grande île du monde, le Groenland. Comportement agonistique sur le toit du monde. Quelque chose qui est difficile à résoudre, comme la quadrature du cercle. Donc il y a une équation compliquée hein, pour la Chine. Donc on va voir ça. Comportement agonistique. Bien sûr, comme d'habitude, la définition de comportement agonistique qu'a le panda. Essayer de comprendre ce qu'est un comportement agonistique pour essayer de comprendre, cette géopolitique chinoise, comprendre ce comportement agonistique. Et pourquoi Vinci nous montre un animal avec un comportement agonistique. Sur supagro.fr, compétition intraspécifique, la compétition intraspécifique se manifeste par différents comportements. C'est vraiment un article intéressant. Un site agraire, apparemment, le comportement territorial, le comportement agonistique, le comportement de défense de territoire. Et je vais lire les définitions classiques, vraiment très intéressant. Alors, le comportement territorial, il consiste à défendre une certaine surface contre les incursions des autres individus de la même espèce. La défense d'un territoire est un moyen d'augmenter les chances de survie en fragmentant les ressources et en évitant une compétition trop grande. Ce type de comportement est fréquent chez les vertébrés. Ainsi, les lémuriens possèdent des glandes de marquage pour limiter leur territoire. Les animaux peuvent défendre un territoire dont la surface varie qui enferme toujours 1600 fleurs sur lesquelles les oiseaux se lancent. Ah, d'accord, le comportement agonistique. C'est un comportement agressif entre les individus d'une même population pour l'accès à la nourriture, un abri ou lors de la recherche de partenaires sexuels. Il peut se manifester sous forme de combat au cours desquels un partenaire chasse l'autre. Attends, je vais relire cette phrase. Il peut se manifester sous forme de combat autour duquel un partenaire chasse l'autre. Au niveau géopolitique, ça peut cogiter un petit peu, on peut comprendre. C'est pas évident de mettre une séquence géopolitique par rapport à une réflexion animale. C'est quand même intéressant comme décryptage. Alors, l'agressivité liée à l'invasion du territoire se manifeste à l'intérieur d'une même espèce. Un groupe de gorilles se défendra contre son territoire, contre un autre groupe de gorilles, et non contre l'invasion d'une autre espèce animale. Ce n'est donc pas le territoire en tant que tel, mais la lutte ou la compétition intergroupe qui, dans le comportement animal, est un mécanisme inhérent à chaque espèce. Le territoire semble être le prétexte idéal. L'écrasante majorité des animaux et des insectes possèdent ainsi des instincts territoriaux. Ils sont mis à contribution pour protéger les nids, dominer un groupe de femelles, délimiter un espace afin d'empêcher sa congestion, etc. Les raisons sont multiples, mais le fait demeure quasi universel. Un groupe est associé à un territoire. La limitation des groupes dans un territoire précis peut donner des avantages sélectifs. Protection de la progéniture, évitement de la déperdition de la nourriture disponible. Les mammifères ont des territoires plus précisément définis qu'ils défendent parfois de manière très agressive, mais sans aller au combat mortel. Le plus souvent, les signes menaçants sont suffisants pour décourager l'autre. Ça peut être ça aussi au niveau de la géopolitique chinoise. Comportement de défense des territoires. Intéressant. C'est un moyen de défense contre les prédateurs. En effet, l'animal connaît parfaitement son territoire, chemin de fuite, et peut échapper facilement à ses ennemis.
Ce comportement est différent du comportement agonistique en ce sens qu'il se manifeste entre les espèces et non à l'intérieur d'une même espèce. La hiérarchie sociale, pour terminer, c'est une organisation qui privilégie le rôle de certains individus dans le groupe en leur assurant des avantages matériels, alimentaires, sexuels. Ce comportement est fréquent chez les mammifères et les insectes sociaux et peut être assimilé à une forme de compétition. La reconnaissance par les membres du groupe des différents statuts hiérarchiques est facilitée par des comportements, postures de dominance ou de soumission et par des caractères morphologiques, taille, force, coloration. Donc c'est quand même très intéressant. Alors bien sûr, encore un autre onglet. Là pour le coup, nous allons rentrer dans la géopolitique chinoise. Alors, bien évidemment, c'est une deuxième partie intéressante. Je préfère couper en deux cette vidéo pour vous offrir une deuxième partie très intéressante, puisque là, on était plus sur une partie animale, mais c'est en lien, bien sûr, avec la géopolitique chinoise. Voilà une bonne coupure de vidéo pour la prochaine séquence. Je vous remercie de m'avoir suivi et à tout de suite. Merci à vous.